Bonjour, et voici une capsule pour vous présenter les fondements de la méthode économique Larouche-Riemann. C'est une capsule que j'ai composée pour en fait vous donner un sens dans la situation actuelle où il y a un changement de paradigme avec ce qu'on vient de voir avec la conférence au Brésil des pays du BRIC. Et donc en ce moment, on a besoin de comprendre les fondements de l'économie physique parce qu'en fait, c'est ce qui va déterminer si on va de l'avant en joignant cette nouvelle alliance ou si on va sombrer avec le système transatlantique qui n'est pas basé sur rien de physique, mais qui est purement spéculatif. Donc, pour tous ceux qui auront lu auparavant un ou plusieurs textes de l'économiste américain Lyndon LaRouche, vous aurez sûrement remarqué l'insistance avec laquelle il pose le développement de la science physique, de l'économie physique, sur une lignée en fait de penseurs, de découvreurs en commençant par la Renaissance florentine, tels que Filippo Brunelleschi et Nicolas de Cuse. Aujourd'hui, c'est de Nicolas de Cuse dont je veux vous parler, parce que puisque la capsule en fait sur Filippo Brunelleschi a déjà été faite, on va vous donner le lien. Et pour tous ceux qui n'auraient jamais lu un texte de M. Larouche, eh bien, voici votre introduction à la méthode Larouche-Riemann. Dans son manuel d'économie physique, alors, vous voulez tout savoir sur l'économie. Lyndon LaRouche commence en provoquant le lecteur, dès le premier chapitre, en mentionnant que l'économie physique est une partie intégrante de la science physique, prise dans son ensemble. L'étude de l'économie politique, constamment gouvernée par l'économie physique, est la science économique. Donc, c'est pour cette raison-là, en fait, c'est provoqué par cette remarque au début du livre d'économie physique de M. Larouche que j'ai voulu faire cette présentation pour décortiquer justement qu'est-ce que c'est que l'économie physique. Parce que ce n'est pas une science qu'on apprend en ce moment dans nos écoles. Donc, maintenant, passons à la chose sérieuse. M. Larouche dit de plus que la seule forme d'existence auto-évidente en géométrie synthétique est l'action circulaire. Alors en fait, pour comprendre l'économie, il va falloir faire de la géométrie. Et on va élaborer dans d'autres capsules les principes en fait fondamentaux de la méthode de M. Larouche, tels que le potentiel de densité démographique relatif en relation à la densité du flux énergétique. Comme ça, on verra ça dans les prochaines capsules. Aujourd'hui, ce qu'on va traiter, c'est le problème posé par la quadrature du cercle et le principe du maximum-minimum. Donc, un autre texte de M. Larouche qui est important, en fait, d'aller voir maintenant, c'est un texte qu'il a écrit récemment qui s'appelle « Les 4 lois pour sauver les États-Unis », qui est vraiment le texte de référence en ce moment pour comprendre la direction dans laquelle les pays du BRIC sont en train d'aller, contrairement à la direction où le Canada, les États-Unis et l'Europe est en train d'aller. Donc, un peu de géométrie, j'ai dit. Je me doute qu'en fait, vous savez que vous me répondiez, en fait, si je vous pose la question, qu'il y a une différence entre le cercle et le carré. Vous pouvez me donner, en fait, même les différentes formules qu'on utilise pour calculer leur périmètre et leur aire. Donc, quelles sont ces formules? Eh bien, pour le cercle, pour calculer l'aire, vous me diriez sûrement quelque chose comme pi fois le rayon au carré. Et pour le carré, un côté au carré. Pour la circonférence du cercle, vous me diriez 2 fois pi fois le rayon, ou le diamètre fois pi. Et pour le carré, vous me diriez, il faut additionner simplement les 4 côtés, donc 4 fois la longueur du côté. Ce qui n'est pas faux, mais justement, là, on disait qu'il y avait une différence entre le cercle et le carré.
et il pourrait sembler enfin en apparence que les formules diffèrent, mais quand on regarde vraiment la nature des choses et justement du nombre pi qu'on utilise pour le calcul de l'aire et de la circonférence du cercle, on se rend compte en fait que on est simplement en train d'approximer le courbe par le droit. Donc, qu'est-ce que pi? Et d'où ça vient? Si vous le demandez à votre calculatrice, elle va sûrement vous répondre quelque chose comme 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, et ainsi de suite, au-delà. Si elle peut vous donner autant de chiffres que ça. Mais moi, je ne vous demanderai pas de retenir les 10 premières décimales de pi, parce que franchement, c'est inutile. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est pourquoi ce chiffre-là, ce nombre-là qu'on utilise pour calculer le cercle et l'action circulaire aujourd'hui, pourquoi, en fait, ce nombre est infini ou transcendantal. Peut-être qu'il y a des mauvais... Maintenant, vous avez des mauvais souvenirs qui réémergent d'un coin poussiéreux de votre mémoire. Ne vous en faites pas. Ici, le but, c'est pas de mémoriser bêtement les symboles ou les formules, mais c'est de comprendre d'où elles proviennent. Et ça, c'est le plus important parce que justement, si on ne les comprend pas, on agit un peu comme des robots. Et puis, justement, on ne vous l'a jamais expliqué, physiquement parlant. On vous a simplement dit que c'est le nombre qu'il faut utiliser pour justement calculer l'aire ou la circonférence d'un cercle, ou au-delà, le volume d'une sphère. Donc, on va aller voir d'où ça vient. Archimède, 287 à 212 avant Jésus-Christ, c'est un ingénieur et un géomètre de renom qui nous a donné en fait l'approximation la plus développée à cette époque de ce qu'est pi. Donc, comment est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a écrit un traité, en fait, là-dessus, de la mesure du cercle. 3 propositions. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la 3e. Alors, que dit la 3e proposition? Le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre est inférieur à 3 plus 10 70e, mais supérieur à 3 plus 10 71e. Ou en fait, justement, si on fait la moyenne, ça vous donne les limites supérieures et inférieures de pi. Et vous voyez maintenant à l'écran, en fait, on vous montre ce qu'on nous dit aussi à l'école, c'est que pi, c'est la relation, c'est la proportion entre le diamètre du cercle et sa circonférence. Donc, vous voyez dérouler ici la circonférence du cercle sur la droite, et ce qui nous donne 3.1416. Voilà. Comment est-ce que Archimède s'y est pris? Eh bien, il a pris 2 triangles, un qu'il a inscrit et l'autre qu'il a circonscrit par rapport au cercle. Et il a augmenté le nombre de côtés du triangle jusqu'à en faire obtenir un polygone de 96 côtés. Et après ça, il a fait la moyenne justement entre les 2 côtés pour trouver 3.1416. Maintenant, ça, c'est une méthode plutôt linéaire. Et justement, ça a des lacunes parce que justement, jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec cette méthode-là? Il y a un problème de nature entre les 2 espèces, le cercle et le carré ou le triangle, ou tout autre polygone en fait, peu importe le nombre de côtés qu'il ait. Maintenant, on a utilisé pi, on a utilisé la méthode d'Archimède pendant très longtemps, et est venue une question à un moment donné, au 15e siècle, où en fait, je vais vous lire la citation du cardinal Nicolas de Cuse. Lui, il dit que la question de la quadrature du cercle se posait à l'époque entre savants, et lui dit qu'il s'est glissé au cours de conversations agréables entre gens de science l'assertion selon laquelle il est possible de connaître la quadrature du cercle, mais qu'elle n'a pas été trouvée. Maintenant, lui, le cardinal Nicolas de Cuse, qui a fait partie justement de la création du Concile de Florence,
va amener une conception beaucoup plus élevée, en fait, de ce que devrait être la science, même de ce que devrait être la théologie à ce moment-là, parce que le Concile de Florence, c'est aussi un concile théologique. Mais en fait, amener les plus grandes conceptions de ce qu'est l'humain et de la possibilité de l'esprit humain à comprendre l'univers dans lequel il agit, et en fait à le maîtriser, justement, dans la compréhension des lois même de l'univers. Donc lui amène une autre conception, et justement nous amène dans la science moderne, en posant le paradoxe de la nature des choses, en disant que même si Pi nous donne une approximation quand même, ça va, de la courbure du cercle, de la mesure en fait de la circonférence du cercle, il y a quand même un problème de nature dans les deux espèces qui devrait amener une question à savoir comment est-ce qu'on peut vraiment, véritablement trouver la mesure d'un cercle. Est-ce qu'on peut le faire en passant de la droite aux courbes, ou qu'est-ce qui est le principe générateur d'un ou de l'autre? Donc, il dit simplement, regardez le cercle. Le cercle a un côté, c'est sa circonférence, et n'a pas d'angle. Quand vous regardez à ce moment-là le triangle ou le carré, ou peu importe le polygone, vous voyez en fait que le carré, par exemple, a 4 côtés, et donc 4 angles. Et si on essaie, comme la méthode d'exhaustion d'Archimède, d'augmenter le nombre de côtés d'un carré, d'un triangle, d'un pentagone, hexagone et autres, en fait, le plus on ajoute de côtés, le plus on se retrouve loin de ce à quoi on veut accéder, parce que le cercle, lui, possède seulement un côté, et pas d'angle. Donc, vous voyez le paradoxe. Donc, ça amène Decreuse, en fait, à poser une question, à amener, là, je vais vous parler, en fait, de ce qu'il amène comme conception du maximum-minimum, le principe du maximum-minimum, où, justement, il amène d'une manière non linéaire, une explication, en fait, pour essayer de comprendre, de faire coïncider les deux opposés. Je vous lis la citation. C'est de sa Docte Ignorance en 1440. Donc, il illustre la coïncidence entre le maximum et le minimum, ou le macrocosme et le microcosme. Donc, en prenant l'exemple de la droite et du cercle, il dit « Si donc la ligne courbe est d'autant moins courbe que la circonférence est celle d'un cercle plus grand, la circonférence du cercle maximum, qui ne peut pas être plus grande, est courbe au minimum, donc droite au maximum. Ainsi, le minimum coïncide avec le maximum. » Et donc, on peut penser en fait du macrocosme, qui serait l'univers, et le microcosme, qui serait l'homme, et l'esprit de l'homme, et que justement, les deux peuvent coïncider quand l'esprit humain fait une découverte de principes universels, de principes qui organisent l'univers dans un tout. Donc, je vais vous ramener à la figure du polygone qui, en fait, augmente de côté. Et justement, vous représentez encore cette idée-là, à voir comment, même si on augmente, en fait, les côtés jusqu'à en avoir 65 536, il y a toujours un problème de nature qu'on ne peut pas, en fait, on ne peut pas atteindre le courbe ou le circulaire par le droit ou l'angulaire. Ce qui amène à poser la question, et je suis sûr que Decreuse s'est posé la question à ce moment-là, à savoir, quelle est la nature de l'univers tel que l'esprit humain peut le comprendre. Parce que justement, l'idée de quelque chose qui génère, au lieu de quelque chose de fixe, dans la méthode linéaire en fait d'Archimède, qui est simplement une mesure d'une chose fixe,
Decuzes, lui, se pose la question de qu'est-ce qui génère, qu'est-ce qui a créé les choses. Et c'est là qu'on peut voir, avec la nouvelle animation, que justement l'action circulaire, elle génère. Et on voit justement la génération de la ligne. Et après ça, quand vous pliez à nouveau, vous voyez la génération à ce moment-ci du point au centre, donc qui est l'intersection entre deux lignes. Mais toujours, ce qu'il a fallu pour en fait y arriver, c'était l'action circulaire. Donc c'est ce qui était la base, c'est ce qui est au départ le principe générateur. Donc, quelle est la nature de l'univers? Eh bien, je n'ai pas de réponse toute prête à vous donner en ce moment. Mais les prochaines capsules vont élaborer justement ce que les idées qui ont été découvertes, sur lesquelles ont planché les successeurs de Decuzes, parce que justement, le fondement de la pensée de Decuzes nous informe d'une direction de la pensée qui était supérieure en fait à celle développée jusqu'alors. Et ceux-ci, les successeurs de Decuzes, en s'inspirant des paradoxes qui avaient été laissés irrésolus par lui, ont fait progresser l'espèce humaine par ses découvertes et redécouvertes, comme effectuées par Johannes Kepler, Gottfried Leibniz et Lyndon LaRouche, entre autres. Donc, ce sont ces découvertes dont je veux vous parler dans les prochaines capsules pour qu'on puisse continuer à approfondir justement qu'est-ce que ça veut dire que l'économie physique et comment en fait la maîtrise de cette science va permettre en fait une renaissance au moment historique où nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, je vous remercie et à la prochaine.